J'espère qu'ils peuvent nous rejoindre. Donc, nous allons commencer par, je vais relever ça. À quoi sert, par poser la question ou bien par répondre à la question à quoi sert la méta-analyse? Donc, la méta-analyse, c'est une technique ou bien c'est une démarche qui nous permet de résumer notre revue de littérature. Donc, notre base dans l'application de la méta-analyse, c'est la revue de littérature. La revue de littérature, c'est une partie essentielle dans une thèse de doctorat, dans un travail de recherche scientifique. Pourquoi elle est essentielle? Parce qu'il montre la nécessité du travail du chercheur au regard de ce qui est déjà connu sur le sujet traité, et elle montre également comment le chercheur s'appuie sur la littérature existante pour aller plus loin. C'est son point de départ, puisqu'on est dans l'hypothèse de la continuité des sciences. Donc, le chercheur, qu'est-ce qu'il fait? S'appuie sur ce qui existe déjà pour aller plus loin. Mais avant d'aller plus loin, elle doit résumer ce qui existe déjà. Donc, cette notion de revue de littérature, ou bien parfois on utilise l'analyse de la littérature, et elle désigne à la fois la méthode du travail scientifique, mais également la revue de littérature se considère comme une catégorie d'études scientifiques, parce que à partir de cette revue de littérature, le chercheur peut constituer ou peut élaborer un article final. Cet article final, dit dans la littérature francophone, article de revue, et review article dans la traduction anglaise. Donc, le premier objectif de cette revue de littérature, c'est de résumer l'état de l'art, l'ensemble de connaissances qui existent dans un domaine précis qui se rapporte avec un sujet bien précis, encadré dans le temps et dans l'espace. Le problème qui se pose à ce niveau, c'est que le chercheur, en assemblant les différentes opinions qui existent sur un sujet, en regroupant les idées des partisans et les idées des chercheurs ou bien des spécialistes qui sont contre une idée, il s'interroge et se demande quel est son rôle et quelle est sa place dans le travail qu'il fait. Donc, est-ce qu'il se contente d'une simple narration de ce qui existe déjà, ou bien il doit faire et apporter une valeur ajoutée? C'est ça le problème. En principe, qu'est-ce que font les chercheurs? Ils se contentent d'une analyse narrative. Alors là, pour faire le lien entre la revue de littérature et le sujet de notre discussion, la méta-analyse se propose comme une démarche rigoureuse, comme une démarche scientifique qui consiste à faire la synthèse de cette revue de littérature, à faire la synthèse de ce qui existe déjà, mais au moyen des outils statistiques, au moyen des méthodes statistiques appropriées. C'est ça la valeur ajoutée de la méta-analyse. Donc, la méta-analyse, c'est une méthode scientifique qui permet de combiner les différents résultats empiriques d'études singulières qui portent sur un même sujet. Elle permet également de clarifier les controverses, les contradictions des résultats d'études différentes. Elle permet également d'accroître la puissance statistique en augmentant la taille des échantillons. Comment cela? En s'appuyant sur des études qui existent déjà. Chaque étude individuelle s'appuie sur un échantillon précis, de taille précise. Le méta-analyste, là, le chercheur qui utilise la méta-analyse, il va combiner entre les différents résultats
entre les différents échantillons de ces études et cette combinaison lui permet d'accroître la puissance statistique en augmentant la taille de son échantillon. La méta-analyse a également un autre rôle. Elle permet aux chercheurs d'émettre plusieurs hypothèses en parcourant la littérature existante, en combinant entre les différentes études, et lui permet de relever plusieurs hypothèses et de les tester. Donc, la méta-analyse présente surtout un avantage, cet avantage de réduire au minimum les éléments arbitraires des revues traditionnelles en offrant une méthodologie reproductible, puisque cela réside l'importance de la méta-analyse dans la revue de littérature, ou bien l'application de la méta-analyse dans la revue de littérature. L'approche méta-analytique, il repose sur une méthodologie systématique, une méthodologie décrite de façon détaillée, de sorte qu'un autre chercheur qui a l'accès aux mêmes données du méta-analyste puisse reproduire et aboutir aux mêmes conclusions. Donc, c'est ça l'importance de la méta-analyse, et à ce point, à cet objectif sert la méta-analyse. Nous sommes obligés de parler des origines et du champ d'application de la méta-analyse parce que dans un premier temps, la méta-analyse je vais essayer d'admettre de temps en temps les gens qui sont dans la salle d'attente. Admettre. Je viens de dire que la méta-analyse, dans un premier temps, ne s'appliquait pas en sciences de gestion, ni en sciences sociales, ni en sciences humaines. Donc, il est important de parler un peu sur les origines de la méta-analyse. En principe, les procédures méta-analytiques sont apparues dès le début du XXe siècle. Là, nous avons les premiers chercheurs qui ont utilisé la méta-analyse. Donc, il est apparu avec Carl Pearson en 1904. Ce chercheur, il avait recueilli des données de 11 études. Donc, il s'appuyait sur les résultats de 11 études différentes portant sur l'immunité et la mortalité des soldats de l'Empire britannique. Donc, il avait recueilli les résultats de ces 11 études. Dans un deuxième temps, il avait ainsi calculé des coefficients de corrélation de chacune de ces 11 études et synthétisé ces coefficients en deux sous-groupes, produisant des corrélations moyennes. Donc, avec Carl Pearson, il s'appuyait sur les résultats de ces 11 études. Il a essayé de calculer la corrélation, la relation entre les deux variables de chaque étude. Il cherchait la cause de mortalité des soldats de l'Empire britannique. Et puis, il avait combiné entre les corrélations de ces 11 études. C'est dans les débuts du 20e siècle. Dans les années 30 et 40, les méta-analyses commencent à être appliquées dans quelques autres champs scientifiques. Nous avons en premier lieu les travaux des expérimentalistes agricoles comme Trippet en 1931, Fischer 1932, Cochran, et puis les travaux de Yatou Cochran. Ces chercheurs-là, ils se considèrent comme les premiers promoteurs de la méta-analyse. Ils se considèrent comme les instigateurs de la méta-analyse. C'est-à-dire, ce sont ces chercheurs-là qui ont mis les piliers de la méta-analyse. Plus tard, dans les années 60, 50 et les années 60, ces années s'inscrivent dans la continuité de ces premières réflexions. Mais véritablement, c'est à partir des années 60
que la recherche en sciences humaines et en sciences de gestion connaît un réel essor. C'est à partir de ces années-là que les procédures méta-analytiques trouvent des terrains fertiles d'application plus variés et plus nombreux. Alors que la caractéristique principale de la méta-analyse, c'est la possibilité de synthétiser un ensemble de résultats empiriques, notamment lorsque ces résultats sont contradictoires. C'est-à-dire quoi? Ceci signifie quoi? Ceci signifie que lorsque le chercheur effectue ou bien entame la rédaction de sa revue de littérature, il tombe dans l'amalgame qu'il y a des études qui ont trouvé des résultats positifs, par exemple en étudiant l'impact d'une variable sur une autre, et d'autres études, ils ont trouvé un impact négatif. Alors, c'est là où se pose le problème. Lorsqu'il effectue sa partie empirique, lorsqu'il effectue ses tests et trouve quel que soit un impact positif ou un impact négatif, il ne peut pas s'aligner dans un rang par rapport à l'autre. Alors, la méta-analyse se propose là pour résoudre ce problème en combinant les études qui ont trouvé un impact positif avec les études qui ont trouvé un impact négatif, on va obtenir un seul résultat. On va obtenir ce qu'on appelle la tendance des études. Est-ce que l'ensemble ou bien la moyenne des études a un impact positif ou bien a un impact négatif? À partir de ce point, les résultats du méta-analyste ou bien les résultats du chercheur, ils peuvent s'aligner, soit ils sont avec le courant général, ils sont avec la moyenne, soit il est loin. Et à partir de ce point, il doit expliquer euh, ces résultats contradictoires avec, avec le courant ou bien avec la tendance des études. Euh, En principe, l'importance ou bien la méta-analyse, elle s'utilisait, elle s'appliquait au début dans des domaines loin des sciences de gestion. Ce sont des procédures méta-analytiques qui s'appliquaient dans la médecine, dans la psychologie, en sciences d'éducation. Mais qu'est-ce qui a attiré les chercheurs en sciences de gestion d'adopter cette méthodologie, d'adopter cette nouvelle démarche qui est nouvelle par rapport aux sciences de gestion? C'est la nature des questions que traitent ces disciplines que, que traitent ces disciplines comme la médecine, la psychologie, les sciences d'éducation. La nature de ces questions, elle est près des questions posées en sciences de gestion. Ce sont généralement des questions de corrélation, l'impact d'une variable sur une autre, l'influence d'une variable sur une autre. Donc, le point commun, la complexité des informations et des connaissances utilisées et traitées dans ces disciplines, ce sont les mêmes qui sont traités en sciences de gestion. C'est ce qui a attiré, c'est ce qui constitue un point attractif pour les chercheurs en sciences de gestion d'utiliser cette technique ou bien cette démarche. Maintenant, nous parlons des définitions de la méta-analyse. J'ai essayé d'assembler, de regrouper plusieurs définitions, étant donné que chaque définition a une valeur ajoutée par rapport à l'autre. Donc, j'ai essayé de rassembler quatre ou cinq définitions. L'ensemble de ces définitions nous permet d'avoir une, une idée claire, nous permet de s'approprier des principes essentiels de la méta-analyse. Avant d'entamer, de parler de ces définitions, je vais essayer d'accepter
Je vais essayer d'accepter ou bien d'admettre les gens qui sont dans la salle d'attente. Oui. Admettre. Donc, c'est tout. Donc, parlons des définitions. Je souligne là que les travaux de Gene et Glass restent une référence pour les spécialistes en la matière, pour les spécialistes en méta-analyse. Glass c'est le premier chercheur qui a utilisé et qui a défini explicitement le terme de méta-analyse. Il le définit comme l'analyse statistique. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a quelqu'un qui joue? Donc, je viens de dire que Glass définit la méta-analyse comme l'analyse statistique d'un grand nombre de résultats d'analyse provenant d'études indépendantes qui visent à intégrer ces résultats et conclusions. Également, Glass, je vais expliquer tout cela. Je viens de dire que Glass, je ne sais pas, est-ce qu'il y a quelqu'un qui joue dans l'écran? Glass est le premier à souligner des problèmes de mesure de la taille de l'effet, ce qu'on appelle en anglais effect size, à partir des statistiques différentes. Donc, je commence par la définition de Niemi. Niemi, il définit la méta-analyse comme l'application des procédures statistiques à un ensemble de résultats empiriques issus d'études singulières afin de les intégrer, de les synthétiser et de leur donner un sens. Néhémie, là, dans cette définition, il a mis le point sur l'application des procédures statistiques, ce qui signifie que le chercheur, ou bien le chercheur qui veut adopter la méta-analyse doit s'approprier préalablement des outils et des méthodes statistiques. Il doit connaître les tests statistiques, à quoi sert chaque test. Niemi, dans ses définitions, elle met l'accent également sur les résultats obtenus. C'est que ceci signifie que le chercheur ou bien le méta-analyste, il est invité à faire parler les chiffres obtenus. Puis nous avons la définition de Rosenthal en 1987 qui définit la méta-analyse comme une technique pour combiner les résultats de plusieurs études dans le but de formuler des conclusions associant l'ensemble des variables incluses dans ces études. Rosenthal, dans cette définition, elle met l'accent sur la combinaison des résultats de plusieurs études. Ceci signifie que le méta-analyse doit se baser sur plusieurs études. Une, deux, trois ou quatre études ne sont pas suffisantes pour constituer une méta-analyse et avoir des résultats significatifs. Donc, le chercheur est invité à effectuer une recherche exhaustive par rapport au sujet traité, par rapport à la question qu'il traite. Donc, elle doit rassembler plusieurs études. Rosenthal, elle met l'accent également sur la formulation des conclusions. Ce point nous avons parlé de ce point dans la définition donnée, mais il faut faire parler les chiffres. Puis, en 1988, Muller a donné une autre définition à la méta-analyse. Muller, il définit la méta-analyse comme un terme générique désignant un certain nombre de méthodes d'analyse statistique des résumés quantitatifs d'études antérieures d'un même domaine. Là, Muller, elle met l'accent sur la nature des résultats des études. Ces résultats, ils doivent être des résultats quantitatifs. Ils doivent être des résultats chiffrés.
وانتي سكيتي Est-ce qu'il y a quelqu'un? سمعتي الهضره. Donc, je viens de dire que la combinaison des résultats, avant de combiner les résultats, ces résultats doivent être quantitatifs et doivent être chiffrés pour pouvoir les combiner dans une grandeur d'effet que nous allons voir par la suite. Également, Muller met l'accent sur un point très important, c'est que ces études, les études antérieures, les études des chercheurs précédents, doivent appartenir au même domaine, c'est-à-dire qu'ils traitent le même sujet. Peut-être qu'ils peuvent le traiter de façon distincte, mais en essence, en principe, ils traitent le même sujet. Et là, nous avons la définition de Pignon qui explique bien cet élément. Elle définit Elle définit la méta-analyse comme l'utilisation de Niemi définit la méta-analyse comme l'utilisation des techniques statistiques pour réaliser la synthèse d'un ensemble d'expériences distinctes mais similaires. Là, Pignon, il souligne deux éléments. Il parle de l'utilisation des techniques statistiques, mais également la synthèse de ces études, ou bien la synthèse doit être opérée sur des expériences, sur des études distinctes, c'est-à-dire distinctes dans le résultat. C'est-à-dire que nous avons des résultats et des chiffres contradictoires, comme je viens d'expliquer précédemment. Nous avons une partie d'études qui trouve un impact positif d'une variable sur une autre et une autre partie qui trouve un impact négatif. Donc là, on dit que ce sont des expériences distinctes, mais elles doivent porter sur le même sujet. C'est pour cela il dit que la méta-analyse est définie comme l'utilisation des techniques statistiques pour réaliser la synthèse d'un ensemble d'expériences distinctes mais similaires. C'est ce qui concerne les définitions et à partir de ces définitions, si on peut dire, on relève les conditions de réalisation d'une méta-analyse et le contexte de réalisation de la démarche méta-analytique. Nous passons maintenant à notre point qui se considère comme l'hypothèse de base de la méta-analyse. Il faut bien comprendre ce point pour comprendre la méta-analyse. Si on ne comprend pas ce point, on ne peut pas comprendre, même si on connaît, si on s'approprie des méthodes de calcul, si on ne comprend pas l'hypothèse de la méta-analyse, on ne va pas aller plus loin. Donc, l'hypothèse de base de la méta-analyse, c'est que, ou bien le principe de base de la méta-analyse, il repose sur une hypothèse très importante. Cette hypothèse dit que l'importance du lien entre deux variables est une constante. Ce lien entre deux variables, on l'appelle une grandeur d'effet. Ou bien en statistique, on l'appelle la taille de l'effet, effect size. La grandeur de l'effet se définit comme l'estimation du degré de relation entre deux variables. Les gens qui ont déjà étudié la statistique, on est en train de parler de la corrélation entre deux variables. On est en train de parler du lien entre deux variables. Je donne un exemple pour bien comprendre cette hypothèse de base. L'impact du CO2, l'émission de CO2 sur le réchauffement climatique. Nous avons un impact, nous avons une relation entre ces deux variables.
le réchauffement climatique et l'émission de CO2. L'impact, cet impact qui existe dans la réalité, c'est un impact constant. C'est une influence constante. Il ne varie pas. Si on trouve, si on prépare les conditions de l'étude, on peut estimer cette variable. Donc, ce lien entre l'émission de CO2 et le réchauffement climatique, c'est une constante. Alors, qu'est-ce qui se passe? On va désigner deux équipes de recherche pour mesurer cet impact. Qu'est-ce qu'on trouve dans la réalité, dans la recherche scientifique? On peut trouver que les deux équipes n'arrivent pas forcément au même résultat. Alors, qu'est-ce qu'on va dire dans la méta-analyse? On a supposé que l'impact, que le lien, c'est une constante. Alors, on va dire que chaque étude consacrée à ce lien va arriver à un résultat distinct. Ce n'est pas obligatoire, pas forcément. Mais pour bien expliquer cette différence des résultats observés entre les études individuelles, on va dire qu'il y a des fluctuations d'échantillonnage. On va dire que les chercheurs ont commis des erreurs. Donc, les différences de résultats observés entre les études individuelles ne proviendront donc que des fluctuations d'échantillonnage. La valeur réelle de la grandeur des faits, la valeur réelle de ce lien entre le CO2 et le réchauffement climatique, elle reste inconnue pour nous parce qu'aucune équipe de recherche n'est arrivée à bien mesurer cet impact. Les études existantes ne donnent que les études et les résultats existants, les résultats des différentes équipes de recherche ne donnent que des estimations. Ces estimations sont soumises à l'erreur de mesure ou bien à l'erreur d'échantillonnage. C'est peut-être que les chercheurs n'ont pas adopté une bonne méthodologie pour estimer le lien entre les deux variables. C'est peut-être que les chercheurs, c'est l'explication donnée par la méta-analyse, c'est peut-être que les chercheurs n'ont pas adopté les bons indicateurs. C'est peut-être les chercheurs qui n'ont pas effectué un bon échantillonnage. Donc, pour bien expliquer ce point, on dit que les études existantes ne donnent que des estimations soumises à l'erreur de mesure ou bien à l'erreur d'échantillonnage. Et à ce stade apparaît le rôle important de la méta-analyse. La méta-analyse cherche donc à combiner entre ces différents résultats et à obtenir une meilleure estimation possible de la grandeur des faits communs. J'espère que cette idée est claire, parce que si on n'arrive pas à comprendre cette hypothèse de base, on ne va pas aller plus loin. Donc c'est le principe de base de la méta-analyse. C'est de comprendre que la corrélation entre les deux variables, c'est une constante. Cette corrélation et ce lien, c'est ce qu'on appelle dans la méta-analyse la grandeur des faits, c'est ce qu'on appelle en statistique la taille de l'effet. On dit que cette grandeur des faits, c'est une constante. Et alors, pour expliquer les controverses entre les résultats, on dit qu'il y a peut-être des erreurs de mesure ou bien des erreurs d'échantillonnage. Nous avons une troisième solution que nous allons voir par la suite. Nous avons une troisième solution. Ce n'est pas forcément une erreur d'échantillonnage ou bien une erreur de mesure,
nous avons une troisième solution que nous allons voir par la suite dans ce premier webinaire ou peut-être dans le deuxième. C'est ce qui concerne l'hypothèse de base. Puis, nous avons les étapes de la méta-analyse. Donc, maintenant, nous avons une idée claire sur la méta-analyse, à quoi sert la méta-analyse, qui sont les origines de la méta-analyse, son champ d'application, comment elle est apparue en sciences de gestion et avec quel chercheur. Nous passons au mode de calcul et aux étapes principales de la méta-analyse. Nous n'allons pas trop détailler dans cet élément parce que le prochain webinaire est consacré à ce point. On va juste présenter ces étapes et leur importance et nous ouvrons la porte pour la discussion et pour répondre aux questions. Donc, le premier point, ou bien la première étape dans la méta-analyse, c'est la formulation d'une question de recherche. Le méta-analyste ou bien tout chercheur, avant d'entamer sa recherche, il pose une question pertinente. Sans question pertinente, il n'y a pas de recherche scientifique. Sans problématique, il n'y a pas de recherche. Donc, à ce stade, le chercheur il est invité à formuler une question unique, une problématique bien précise. Et elle doit également définir les objectifs de recherche, mais également elle doit définir les critères d'inclusion et d'exclusion en ce qui concerne les études précédentes, en ce qui concerne son échantillon, sa population, etc. Après la formulation d'une question de recherche pertinente, le chercheur ou bien le méta-analyste est invité à effectuer une recherche exhaustive en se basant, maintenant nous avons la technologie, nous avons des bases de données informatisées, mais également le chercheur ne doit pas se contenter de ce qui est informatisé. Il doit visiter les bibliothèques, il doit se baser sur les références des articles collectés et il doit également consulter les spécialistes en de son domaine de recherche. Puis, après avoir effectué, nous avons des problèmes à ce point qui sont les études, quelle est la documentation à inclure dans la méta-analyse, quelles sont les études qu'on doit exclure. À ce stade, il se pose des problèmes. Après avoir effectué sa recherche exhaustive, il doit définir des critères d'inclusion et d'exclusion des études. Ces critères lui permettent de contrôler les biais venant des études originales. Est-ce que l'étude est originale ou bien elle n'a pas une grande importance dans la communauté scientifique? Est-ce que l'article appartient à une revue indexée? Est-ce qu'il est soumis à un comité de lecteurs? Donc, il y a des problèmes à ce niveau. Est-ce que les articles qui trouvent dans des cahiers de recherche peuvent être inclus dans la méta-analyse? Est-ce que les actes de colloque qui ne sont pas publiés peuvent être inclus ou non? Donc, il y a des débats à ce niveau. Après avoir définir les critères d'inclusion et d'exclusion de ces études en se basant sur le contrôle par les biais, le chercheur
se base maintenant sur les résultats des études incluses pour faire une agrégation et sortir avec une grandeur d'effets communs qui se considère comme un indicateur d'association, comme un indicateur de tendance centrale. Euh, Cet indicateur lui permet, comme j'ai expliqué au début, de montrer, de savoir la tendance des différentes études. Il lui permet de savoir la moyenne des différentes études. Et puis, après avoir fait cette agrégation, elle doit faire un test d'homogénéité des variables. Elle doit s'assurer que la variable indépendante est le même dans chaque étude. Et puis, elle vérifiait que la méthode de collecte de données et la définition des variables sont similaires et combinables, c'est-à-dire que les variables peuvent être combinées entre elles ou pas. S'ils ne peuvent pas être combinés, elle doit chercher, elle doit vérifier s'il y a des variables modératrices. Et là se présente la solution, la troisième solution pour expliquer les controverses. Est-ce que les controverses et les contradictions des résultats sont dues à l'erreur du chercheur, c'est-à-dire à l'erreur de mesure ou bien à l'erreur d'échantillonnage, ou bien il y a des caractéristiques propres à chaque étude qui ont contribué à avoir un résultat différent et distinct par rapport aux résultats des autres chercheurs. Ces caractéristiques, c'est ce qu'on appelle les variables modératrices. Par exemple, est-ce que ces résultats sont dus au secteur d'activité, sont dus à la réglementation qui existe dans un pays, sont dus par exemple, à la taille de l'entreprise. Le chercheur à ce stade est invité de chercher dans la littérature est-ce qu'il y a des variables modératrices qui ont impacté le résultat ou pas. Donc, à ce point, je conclue ma présentation et je vais programmer un autre webinaire dans les prochains jours, Inch'Allah. Maintenant, j'ouvre la porte à la discussion. Merci bien pour votre attention et j'attends vos interactions. Et si vous avez des questions, des points sur lesquels j'ai passé rapidement sans leur donner leur importance. Donc, bienvenue dans cette étape de questions.